La polarisation est un concept fondamental qui s'applique à plein de disciplines, la chimie, la physique ou encore la biologie. Ce terme polarisation correspond pour un système à son organisation intrinsèquement asymétrique. Il s'agit, à un moment de la vie du système, d'une perte de son homogénéité, laissant place à un système nouveau aux propriétés émergentes. Avant de comprendre comment la polarisation émerge, regardons le monde qui nous entoure. L'énorme majorité des systèmes biologiques sont polarisés. Le neurone, par exemple, est caractérisé par une organisation asymétrique, un côté dendritico-somatique et un côté axonal. Et cette organisation asymétrique est fondamentale pour assurer le flux unidirectionnel du potentiel d'action d'une cellule donneuse à une cellule receveuse. Dans l'intestin, les cellules intestinales sont également polarisées, avec un côté basal qui repose sur une lame basale et de l'autre côté, un pôle totalement différent, apical, avec des microvillosités, responsables de l'absorption des aliments. Enfin, regardez ce champignon unicellulaire sur la droite de l'écran. Lui aussi est polarisé et grandit seulement au pôle, de façon bipolaire, avant de se diviser au centre. Toutefois, comme souvent en biologie, avant qu'une polarisation à toute l'échelle de la cellule, également appelée polarisation effective, émerge, il est nécessaire d'induire une polarisation à une échelle plus petite, subcellulaire, et que celle-ci s'amplifie. Mais alors, d'où vient cette première asymétrie subcellulaire? Et plus encore, dépend-elle de signaux, qu'ils soient externes ou internes à la cellule? Dans la majorité des cas, la polarisation d'un système biologique nécessite des signaux. Ceux-ci peuvent être de deux types, intrinsèques ou bien extrinsèques. Le signal intrinsèque correspond à des signaux propres à la cellule. Par exemple, chez la levure Saccharomyces cerevisiae, la cellule va toujours polariser vers l'ancien site de division. C'est à ce site que la cellule va croître, bourgeonner et se diviser pour former un nouvel individu. Dans ce cas, le signal est bien intrinsèque, car même en l'absence de signaux extérieurs, c'est toujours l'ancien site de division qui sera le nouveau site de division. Mais ce signal intrinsèque peut également prendre d'autres formes et correspondre par exemple à la courbure de la membrane qui n'est pas parfaitement la même sur toute la surface du système. De ce fait, imaginez une protéine qui a une meilleure affinité pour la membrane si celle-ci a une certaine courbure. Alors, elle va s'accumuler seulement à un endroit du système, mais pas au reste. Et cela peut se traduire par une polarisation de la cellule vers cette région. Pour les signaux extrinsèques, c'est-à-dire extérieurs au système lui-même, c'est très différent. Par exemple, une cellule va polariser vers une région en fonction d'un gradient biochimique de molécules. C'est ce que font par exemple les neutrophiles en polarisant vers la zone d'infection marquée par un gradient d'interleukine. Mais ce gradient peut aussi être un gradient physique, par exemple de lumière, avec chez le zygote de l'algue brune Fucus, une division toujours dans la région la moins exposée à la lumière. La présence de ces signaux induit l'établissement d'un repère cortical qui est fait de différents facteurs qui se localisent différentiellement au cortex du système. Par exemple, dans le cas d'un gradient chimique, vous pouvez considérer qu'il va induire une activation plus forte des récepteurs dans la région du cortex proche du gradient. Ces récepteurs activés vont alors recruter localement des protéines de signalisation qui créent alors un repère spatial local à cet endroit. Et ce repère va permettre la localisation et l'activation d'une machinerie de polarité. Toutefois, à cette étape, aucune polarisation ne peut réellement émerger, et ce pour deux raisons. Les molécules sont très dynamiques et diffusent dans le système, rendant alors impossible l'établissement d'une machinerie de polarité stable dans le temps. Mais aussi, chaque molécule a un temps de vie généralement court, et ce faisant, la machinerie de polarité qui avait été créée va disparaître tout aussitôt. Cela pose alors une question existentielle. Comment maintenir un site polarisé? Pour cela, il faut impérativement un système d'auto-amplification. Imaginez pour cela qu'une fois que la machinerie de polarité soit placée de façon très instable, celle-ci favorise son propre recrutement. Alors, dans ce cas-ci, le signal qui était auparavant instable va devenir beaucoup plus robuste, stable dans le temps. Et ce principe d'auto-amplification pour générer une polarisation a été démontré chez Saccharomyces cerevisiae. Et pour cela, je vais vous introduire le système biochimique. Chez cette levure, il existe un facteur essentiel à la polarité, qui est le composant principal de la machinerie de polarisation. C'est CDC42, une rogetépéase qui existe sous deux formes,
active liée au GTP ou inactive liée au GDP. CDC42 peut transiter entre ces deux formes via deux facteurs nommés GEF ou GAP. Dans un système normal, l'ancien site de division, qui est donc le signal intrinsèque, va induire l'établissement d'un repère cortical qui va recruter CDC42 à ce site. Mais, comme dit avant, CDC42 ne va pas se maintenir à cet endroit car il diffuse trop vite et sa demi-vie est courte. Donc, pour tester l'existence d'un système d'auto-amplification, des chercheurs ont utilisé l'optogénétique. En faisant un système où une protéine cytosolique, sous l'effet de la lumière, va se localiser à la membrane, imaginons que l'on fusionne la protéine à CDC42. Alors, vous verrez, après induction du système, de plus en plus de cette protéine recrutée au niveau de la membrane. Mais en fusionnant son activateur, nommé GEF au GFP, vous voyez que quelques secondes après le recrutement de CDC42 à la membrane, on a également un recrutement de son propre activateur. C'est donc la preuve que CDC42 recrute son activateur, et cela va induire les CDC42 inactifs à devenir actifs à l'endroit qui était auparavant instable. Maintenant que nous avons créé un site polarisé et stable, il reste néanmoins un problème. Dans tous les cas que je vous ai exposés, il faut un unique site polarisé. Mais tout système biologique étant caractérisé par un mouvement de diffusion des molécules, il se peut aléatoirement qu'un autre site soit par pur hasard polarisé, proche du site initial où le signal intrinsèque ou extrinsèque était présent. Mais dans le cas où on ne veut pas ces sites, on veut seulement un unique site de polarité, alors il faut nécessairement un système de régulation de polarité négative qui va continuellement désactiver CDC42 dans toute la cellule, même au site qu'on veut polariser, mais comme à ce niveau on a un système de rétroaction positif robuste en place, on aura maintien de la polarité. Maintenant qu'on a polarisé un site, c'est-à-dire qu'on a un site avec une machinerie de polarité, on peut se demander comment cela peut induire une polarité à l'échelle de toute la cellule. Et pour cela, rien de plus simple. Conceptuellement, imaginez que la machinerie de polarité favorise l'assemblage du cytosquelette. Alors, le cytosquelette va s'organiser vers ces sites. Et, si à travers celui-ci sont acheminés des facteurs importants pour polariser la cellule de façon effective, alors on peut aisément expliquer comment le système à l'échelle la plus large va se réorganiser. Maintenant, si je vous disais qu'en réalité, ces signaux et ces marques corticales ne sont pas essentiels, si je vous disais que la machinerie de polarité peut totalement seule générer une asymétrie du système, et oui, c'est ce que l'on appelle la polarisation spontanée et a lieu chez plein de systèmes biologiques. Vous vous souvenez du fucus qui se divise vers le site avec le moins de lumière ? Eh bien, si maintenant vous mettez le zygote dans une totale obscurité, il va malgré tout polariser vers un site totalement aléatoire. Chez Saccharomyces cerevisiae, qui bourgeonne vers l'ancien site de division, si maintenant vous délétez les marques corticales permettant de localiser la machinerie de polarité, alors, de façon très surprenante, elle arrivera à se placer, certes pas dans l'ancien site de division, mais arrivera malgré tout à être placée de façon asymétrique et induire une polarité effective. Et comment pourrait-on expliquer cela ? Dans de nombreux cas, cela s'explique par un système de réaction-diffusion. Mais qu'est-ce que c'est ? Imaginez deux molécules, A et I. A est un activateur qui s'auto-active et active un inhibiteur, I. Imaginez que l'inhibiteur inactive maintenant l'activateur. Alors, les deux facteurs interagissent. Et on rajoute maintenant que l'activateur diffuse très lentement et l'inhibiteur très rapidement. Alors, si vous modélisez ce qu'il se passe in silico, vous verrez qu'un pattern va émerger. C'est ce que l'on appelle un pattern de Turing. Et cela explique la polarisation spontanée. De manière purement stochastique, il se peut qu'on ait plus d'activateurs à un endroit de la cellule. Alors, comme il va s'auto-activer, on en aura encore plus, formant un pic local. Maintenant, comme il va activer l'inhibiteur qui diffuse très rapidement va bloquer de nouveaux pics autour, mais ne va pas être suffisant pour contrecarrer l'auto-amplification de l'activateur. Le différentiel de diffusion est donc central pour expliquer la formation d'un pic local d'activateur. Transposé à Saccharomyces cerevisiae, on peut mieux comprendre comment expliquer la polarisation spontanée. Si par pur hasard CDC42 est plus présent sur la membrane à un moment donné, il va recruter plus de son activateur, ce qui va induire un pic local de CDC42 à un site purement aléatoire.
Maintenant, si le gap, qui est son inhibiteur, inhibe partout CDC42, mais en diffusant par exemple plus rapidement, il va alors bloquer CDC42 partout autour du pic, induisant un unique site polarisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et permis de mieux appréhender la notion de polarisation en contexte d'absence ou de présence de signaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt!